Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Réaction Politique. C'est ici, c'est maintenant, générique. Et comme d'habitude, eh bien, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, cet après-midi. Alors aujourd'hui, avec nos deux consultants habituels, Stéphane Tiki. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Très bien, et toi? T'as la forme? Bah toujours quand on est ensemble. Malgré les embouteillages, les petits problèmes de transport, ça va? Tu sais, le PSG a gagné hier, donc tout va bien. Ah bon, bah non, voilà, tout va bien. Parisien. Tout va bien. Non mais bon, on a eu un petit peu de retard. D'ailleurs, on voulait s'excuser auprès des internautes pour ce petit décalage. Et puis notre deuxième consultant régulier, hein, Juan José Dorado, comment tu vas? Buenas tardes, très bien. Buenas tardes. Je vais commencer à prendre des cours d'espagnol. Et comme dit notre ami Stéphane, tout va bien parce que le Real Madrid a gagné aussi, donc ça va. Bon. Hein, décidément, moi je m'y connais pas en foot, alors du coup, bon, c'est pas grave. j'en rajoute pas tout. Alors, aujourd'hui, je vais aussi avoir le plaisir de répondre à vos différentes questions, puisque nous sommes en live, comme vous le savez, sur Cap Télévision. Donc la semaine dernière, j'ai pas pu le faire, mais cette semaine, en tout cas, ce sera avec plaisir que je vais modérer vos différents commentaires. Et puis, tout à chacun sur le plateau, ainsi que nos deux invités que je vais m'empresser de présenter, eh bien, nous tenterons en tout cas de vous répondre avec plaisir. Donc aujourd'hui, comme je le disais, avec nous pour participer à cette émission, eh bien nous avons deux invités. Donc nous allons en communiquer avec un de nos invités en visioconférence. Et puis avec un invité en plateau. Alors on va commencer honneur aux dames avec notre première invitée, Djeneba Diaby. Bonjour Djeneba, comment allez-vous? Bonjour Madame Pronesti, je vais très bien. Oh, que d'honneur, Madame Pronesti, j'ai l'impression d'être... Donc, vous êtes maire adjoint délégué à la santé sur la commune de Neuilly-sur-Marne. Donc, vous avez aussi une grande expérience par rapport au fait que vous avez été directrice d'un hôpital. Voilà, et tout ce qui concerne en tout cas le secteur sanitaire, vous connaissez, c'est votre truc. Donc, bien évidemment, vous pourrez nous aider à comprendre en tout cas ce qui se passe en ce moment, cette crise sanitaire qui traîne en longueur. Et évidemment, toutes les questions, toutes les interrogations et les inquiétudes, en tout cas, eh bien, qui vont pouvoir être relatées dans les commentaires des internautes. Voilà. Et avec plaisir. Eh bien, tant mieux, puisque c'est pour ça que vous êtes invité. Voilà. Et notre deuxième invité, est donc un peu plus loin. Il n'a pas pu se déplacer parce que il est sur la commune d'Évreux, donc c'est pas très facile, mais il nous a fait quand même l'honneur d'être présent. Donc j'ai nommé Driss Etazaoui. Bonjour Driss, comment allez-vous? Bonjour Audrey, c'est vous qui me faites l'honneur de m'inviter aujourd'hui sur votre plateau. Merci à vous et moi... je salue les internautes. Moi, c'est toujours un honneur de recevoir des invités quand les gens se déplacent ou viennent pour participer à l'émission. C'est vraiment toujours un plaisir. Alors, pour vous présenter un petit peu plus, pour les gens qui ne vous connaissent pas, en tout cas pour le moment, vous êtes vice-président de l'Association des maires et villes de banlieue de France. Vous êtes aussi vice-présidente de l'agglomération Évreux Porte de Normandie, et dernièrement j'ai vu qu'effectivement vous avez été élu président du parti du MoDem, en tout cas pour le département eh bien, de l'Eure, oui c'est ça, je me trompe, si je me trompe pas, vous avez été élu, oui, département de l'Eure, et vous avez été élu avec 77% des suffrages, voilà, donc eh bien félicitations, hein, félicitations Driss. Merci Audrey. Bon, alors, je rentre dans le vif du sujet. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons aborder donc effectivement la situation de la France, la situation qui est particulièrement complexe depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais surtout la situation actuelle, parce que bon, concrètement, beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses se passent. Certes, nous sommes dans un deuxième confinement, mais c'est pas pour autant que la situation est calme. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui nous allons aborder donc cette situation qui interroge beaucoup de Français, une situation politique et sociale qui inquiète les Français, une situation qui est à 2 ans des élections présidentielles. Et pourquoi on en parle maintenant? Parce que 2 ans, c'est demain finalement, on va pas se mentir. Donc, alors évidemment, il y a des élections intermédiaires qui vont avoir lieu, il y aura effectivement les élections régionales, mais on reviendra là-dessus avec nos consultants et nos invités, parce que ces élections, tout comme les élections municipales d'ailleurs, ces élections sont parfois un peu snobées par les Français. Les réelles, on va dire, élections qui sont, on va dire, qui crée un engouement. Voilà, qui crée un engouement, ça reste les élections présidentielles. Donc nous sommes à 2 ans des élections présidentielles. Il n'empêche que manifestement, on ne peut pas dire que tout a été correct pour Emmanuel Macron. Alors, je sais que vous avez été élu, vous avez été soutenu, en tout cas par l'étiquette du parti de La République En Marche. Vous avez toujours déclaré le fait que vous assumiez justement le fait d'être soutenu par l'AREM. Oui. Dites-nous pourquoi. Tout simplement parce que c'est une histoire... qui a commencé en 2016. Oui. Et j'estime que lorsqu'on s'engage, on s'engage pour les bons moments et pour les moments difficiles. Il serait trop facile, lorsque ça ne va pas, de quitter le navire. Et c'est pour cette raison-là que je resterai fidèle à La République En Marche. Et j'accompagnerai la politique du président comme je pourrais sur le terrain. Alors, en première partie, je voulais... alors oui, effectivement, ça, on peut dire que c'est de la fidélité politique parce que, clairement, on ne peut pas dire que ce soit très facile. Donc, en première partie... Pardon, Stéphane, je ne voulais pas te couper, c'est vrai. C'est pour dire c'est tout à son honneur de s'engager, de rester fidèle à un parti politique. Par les temps qui courent, c'est une valeur très rare. Oui, parce qu'effectivement, ce que je disais, la situation est quand même particulièrement compliquée. On n'a pas encore, en tout cas, les Français n'ont pas encore de réelles perspectives. La vraie inquiétude aujourd'hui, ça reste la crise sanitaire. Donc, en première partie, nous allons aborder une France qui est quand même particulièrement sous pression. Donc, bien évidemment, la crise sanitaire. Ça, on ne peut pas l'éluder, mais bien avant, exactement. On a connu beaucoup de crises. Exactement, il y avait un certain nombre de crises. Il y avait la crise des Gilets jaunes, il y avait les manifestations contre la réforme des retraites. Il y a eu le premier confinement, donc effectivement, c'était plus vraiment la priorité. C'était effectivement être capable de survivre. Donc, moi, la première question que je voulais poser à Driss, sur le terrain, comment vous ressentez en fait la précarité de la population, que ce soit en ville ou dans les quartiers populaires? Comment vous le ressentez? Quand vous êtes élu local comme Djenaba ou comme moi, vous êtes ancré dans la réalité et dans le quotidien de ce que vivent nos concitoyens. Et donc, vous avez, que ce soit à travers les audiences ou à travers les rencontres que nous avons, malgré le contexte de pandémie, on continue quand même à rencontrer nos administrés, à les recevoir, à essayer de rassurer et surtout écouter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ma commune, à Évreux, mais je suppose que c'est aussi vrai pour d'autres communes, les temps sont sombres, les temps sont gris. Et la difficulté, j'allais dire, elle est la même pour tous. Non, elle est même beaucoup plus importante et beaucoup plus accentuée pour certains que pour d'autres. Je parle en particulier de celles et ceux qui sont partiellement confinés au sein des quartiers populaires et l'exiguïté des logements. Tout ça rend la situation beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on a, avec un certain nombre de maires, en particulier de l'association Ville et Banlieue, établi 4 indicateurs, de manière à voir un petit peu quel était le climat et comment les choses évoluent sur nos territoires. Le premier, c'est les impayés de loyer. Oui. On s'aperçoit aujourd'hui, tous les bailleurs nous renvoient le sujet, que les impayés de loyer explosent. Les gens n'ont plus les moyens, alors que c'est la première dépense avec la nourriture, de payer leur toit. Aujourd'hui, se retrouvent dans l'incapacité ou dans la difficulté d'assumer leur loyer. Et donc, les demandes auprès du CCS, le Centre d'action sociale, explose également, puisque les demandes sont de plus en plus nombreuses
et les moyens que l'on doit octroyer doivent être également de plus en plus importants. Et donc, premier retour des bailleurs, impayé de loyer qui explose, quel que soit le bailleur, et d'ailleurs, quel que soit le quartier de la ville qui est concerné. Deuxième indicateur, c'est l'augmentation du nombre de chômeurs. Aujourd'hui, Pôle emploi nous confirme effectivement, alors c'est relativement sensible, c'est pas significatif chez nous, mais c'est assez sensible, je pense que ça doit être significatif dans d'autres villes, notamment chez mes amis des maires, villes et banlieues, hein, je pense à Grigny, Chanteloup, où est-ce que les demandeurs d'emploi sont en progression. Chez nous, il y a une progression qui est assez sensible. C'est le deuxième indicateur. D'ailleurs, Troisième indicateur, si je puis me le nombre de permettre, bénéficiaires. si je puis me permettre, Driss, on rappelle que près de 9 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour rebondir sur ce que vous disiez. Pardon. Oui, absolument. Et sur ces 9 millions de Français, dites-vous bien qu'il y en a très probablement 6 millions qui habitent sur les 1514 quartiers prioritaires de France. Puisque c'est là qu'on a le logement social et c'est là qu'on a les vraies poches de pauvreté et de précarité. Troisième indicateur, c'est le nombre de bénéficiaires du RSA. La CAF nous dit également que le nombre de bénéficiaires du RSA va en augmentant. Donc, tout cela mis bout à bout, et le quatrième, c'est l'aide alimentaire, hein, parce qu'aujourd'hui, l'aide alimentaire explose. Non seulement les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux, mais on a également de nouveaux profils qui sollicitent l'aide alimentaire. Donc, vous voyez, quand vous mettez bout à bout ces 4 indicateurs, vous vous dites que la situation est préoccupante. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle un certain nombre de maires, un petit peu plus de 200 je crois, ont lancé l'appel du 14 novembre auprès du président de la République pour l'alerter sur la situation et sur la réalité que nous connaissons les uns et les autres sur nos territoires respectifs. Stéphane, quand on écoute ce que dit Driss, est-ce que tu penses que justement tous ces facteurs aggravants peuvent être la résultante du mécontentement des Français dans la rue, parce que certes, c'est pour manifester contre des lois sur lesquelles ils ne sont absolument pas d'accord, mais est-ce que justement c'est aussi une façon de tirer la sonnette d'alarme, parce que quand on regarde dans la rue, c'est vraiment toute catégorie sociale, hein, vraiment. Hein. Donc, moi, je rebondis sur ce que tu dis, Audrey. Effectivement, déjà, le président Emmanuel Macron a pris le pays dans un état quand même pas très bien. Donc, il a hérité d'une situation économique pas forcément très très bonne. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, d'un point de vue économique, sociétal, social, et même peut-être sécuritaire, on se rend compte quand même que ça va pas très fort. Puisque, rappelons quand même que au tout départ de la crise des Gilets jaunes, avant évidemment les casseurs et les Black Blocs, les premiers qui viennent manifester qui sont des Gilets jaunes, c'est des gens en fait qui ne peuvent plus, parce qu'ils disent qu'on n'arrive pas à vivre de notre travail. Donc c'est-à-dire que malgré le fait qu'ils travaillent énormément, ils n'ont pas des revenus suffisamment nécessaires pour vivre, ils se plaignent de ça. Ensuite ils se plaignent de l'augmentation à l'époque du prix du gaz, augmentation de l'essence, et ces augmentations-là, et ils disent on pourra même plus se chauffer et utiliser par rapport le chauffage en hiver, parce que ça augmente tellement vite par rapport à notre pouvoir d'achat qu'on va pas y arriver. Ensuite, rappelons, c'était la première vraie crise, il y a évidemment la crise sanitaire, et je pense que madame en parlera encore mieux que moi, parce qu'elle a été dans un hôpital avant de faire un peu carré dans la politique. Donc on a eu cette crise-là aussi, où les gens se sentent maintenant chez eux, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer, parce que certaines entreprises peuvent faire du télétravail, les grandes entreprises, mais les petites et les moyennes entreprises, les PME, qui n'ont pas les ressources nécessaires, ne peuvent plus. Les restaurants aussi vont fermer, et donc économiquement, les gens se sentent étouffés. Et dernier point d'un point de vue sécuritaire, beaucoup ont vu aussi les casseurs, après chaque manifestation, à Paris, notamment sur les Champs-Élysées ou dans des avenues perpendiculaires, venir saccager les magasins, casser, détruire, et donc à chaque week-end, ils doivent reconstruire un magasin et ils n'ont plus les moyens. Donc c'est vrai que d'un point de vue économique, la situation est quand même assez compliquée, et je pense qu'on a pour moi atteint le sommet, lorsqu'il y a quelques mois, on a vu des policiers qui manifestaient aussi contre le ministre de l'Intérieur. C'était la première fois que les policiers manifestaient et qu'ils étaient aussi en colère parce qu'ils ont des heures supplémentaires aussi non payées. Donc ça veut quand même dire que quand on regarde toutes les catégories socio-professionnelles, moi j'ai l'habitude de dire qu'Emmanuel Macron est le président des gens qui vont bien. Mais quand on voit ce qui se passe au niveau des quartiers populaires, au niveau de l'éducation, là on a vu encore après le décès de Samuel Paty, des jeunes qui ne voulaient pas respecter la minute de silence. Donc on voit aussi qu'il y a un problème d'ordre, on voit aussi avec les pompiers qui ne peuvent plus aller dans les quartiers populaires. Vous pensez qu'il y a un problème d'autorité. Quand on est dans un pays où il y a un professeur qui se fait décapiter,
et qu'on a des personnes qui refusent de chanter la Marseillaise ou de faire un minute de silence. Et vous pensez que c'est lié à la précarité, tout ça? C'est un refus d'autorité, un refus de société, c'est plusieurs choses en même temps qui sont liées. Donc je pense que le pays est dans une situation très compliquée et je pense que le confinement que l'on vit a peut-être permis de cacher un peu ça, parce que comme tout le monde est renfermé à la maison, mais je vous assure que si demain le confinement est élevé, les gens, après les fêtes de Noël, ils repartiraient tout de suite manifester. Alors, Djeneba, je vais vous interroger après Juan Rosé, parce que je garde, entre guillemets, le meilleur pour la fin. Hein, vous voyez je flatte. Ça nous va. On parle, je rebondis une fois de plus Merci sur pour les les propos de Driss par rapport aux aides concernant effectivement les besoins alimentaires. Il a été question d'une aide qui a été quasi doublée pour les associations, Oui. On parle de 94 millions d'euros pour justement leur permettre d'être à la hauteur, en tout cas, des besoins alimentaires. Est-ce que vous pensez que ça suffit concrètement? Ça suffit pas, forcément. Parce que vous avez donné c'est quand même... des annonces sur Twitter, mais en fin Oui. de compte... Bon, déjà deux choses. Le premier bilan qui a été fait dans ce plateau, c'est celui qui a été fait par M. Driss Etassaoui. Quand on doit écouter quels sont les 4 indicateurs Très qu'il clair, faut d'ailleurs. étudier pour voir quelle est la situation en France, ça fait quand même froid dans le dos, parce que on s'est rendu compte, effectivement, les loyers d'impayés de plus en plus, l'aide alimentaire, comme vous avez signalé, et les bénéficiaires des RSA, ça explose. Vous avez dit 9 millions de Français, mais il faut se rappeler tout simplement 14% de la population. 14% de la population, et que ce dernière année, c'est pratiquement 1 million de plus et qui est venu se rajouter donc aux chiffres de la Exactement. pauvreté en France. Vous parlez de l'aide alimentaire. Faut-il aussi rappeler que cette aide alimentaire, vous l'avez fait, a été donc augmentée, mais qu'une partie de cette augmentation vient de l'Europe, puisque l'Europe aussi a débloqué des fonds justement pour venir en aide aux différents pays, et notamment aussi parmi eux la France, pour aider les associations Alors qui oui, sont ça, en pareil. grosse difficulté. Mais ce qui m'inquiète effectivement le plus, c'est que cette aide alimentaire, comme disait Coluche, on va créer une association, les Restos du Cœur, pour quelques mois, et ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. Donc, terminer avec la pauvreté, c'est très compliqué, et c'est l'une et c'est pas la réussite de Donc, Emmanuel pour Macron vous, qui c'est avait mettre la déclaré à poussière sous le l'époque tapis, en fait. voilà, je vais terminer avec les gens qui dorment dans la rue, avec la pauvreté, mais le fait, c'est qu'il y a plus de pauvres. C'est vrai qu'il y a cette crise sanitaire qui est venue frapper la France, mais au-delà de Et ça... crise économique, bien sûr. Et crise économique, mais au-delà de ça, il faut faire très attention effectivement à ces 9 millions de personnes. On dit 9 millions, mais souvent c'est un peu plus que ça. Hein, donc Oui, parce j'ai que d'autres ces chiffres chiffres-là qui parlent un peu datent plus. depuis 2017. Voilà. Donc effectivement, ça a dû augmenter. On bien est sûr. plutôt dans les 10-11 millions que dans les 9 millions de pauvres. Juste pour terminer, un exemple, Oui, bien il y sûr. a l'aide alimentaire en France, mais il y a des gens qui ne vont pas dans l'aide alimentaire parce qu'ils ont trouvé refuge dans leur famille. Juste un exemple, en Espagne, lors de la crise, beaucoup de familles sont allées chez leurs grands-parents, chez leurs parents, et ont vécu avec la retraite de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ils n'allaient pas à l'aide alimentaire. Derrière ces chiffres-là, il y a encore des centaines, peut-être des centaines de milliers de Français qui sont aussi dans cette difficulté. Et c'est quand même dommage parce qu'il y a les enfants, et ne l'oublions pas. Et à noter que beaucoup ont recours à ces aides alimentaires alors qu'ils ont un travail. Oui. Alors, moi, je voulais vous faire réagir par rapport à une intervention, un commentaire d'un internaute. La majorité des Français ne veulent pas de cette société totalitaire, donc c'est quand même un terme qui est pas anodin, de cette société totalitaire que le président prône. On ne veut plus non plus de ces mensonges, on veut la vérité, même si elle est dure. Comment vous pouvez réagir à ce commentaire? Parce que, mine de rien, même s'il est un peu exacerbé, mine de rien, je suis convaincue que ça traduit énormément d'inquiétude des Français, en tout cas. C'est pour ça que je voulais vous faire réagir par rapport à ça. C'est pas facile, je reconnais. Je vais juste rappeler qu'on est dans une démocratie, la France. Et c'est un des pays du monde où elle peut être exprimée. Ça, c'est une première chose. Totalitaire, j'aimerais savoir dans quel sens cette personne, elle expose on va dire, ce terme-là. Parce que tout simplement, on a face à nous une situation très compliquée. Une situation où il faut prendre des décisions. Et pour prendre ces décisions,
ça demande de consulter des spécialistes. Je pense que la personne veut rebondir sur tout ce qui concerne la crise sanitaire. Je Quand on pense, parle et de puis les mensonges, manifestations, les débordements, je pense qu'il y a tout ça, voilà. ça Donc mélange. les mensonges autour de la santé, je pense que ça ne joue pas dans le bénéfice d'un gouvernement qui est en place. Seulement, on est face à un virus qu'on ne connaît pas. C'est une apparition brutale. On a cherché par tous les moyens de comprendre d'où venait ce virus, comment on pouvait le traiter, comment on pouvait éviter que ce soit une pandémie. Et on s'est rendu compte que dans cette situation mondiale, tous nos plus grands spécialistes n'ont su donner une réponse rapide et adéquate. À l'échelle locale, comment vous avez géré, parce que bon là maintenant vous avez pris vos fonctions déjà depuis plusieurs mois. Maintenant que bon, à l'échelle, c'est un peu plus à avancé, l'échelle locale, donc, je dirais, c'est plus simple d'intervenir pour la simple et bonne raison que c'est circonscrit. Nous, sur la commune de Neuilly-sur-Marne, on a recensé les familles qui étaient en difficulté. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines familles qui sont déjà dans une précarité qui est présente. Avec la crise du Covid, le confinement, ça a accentué des grosses difficultés parce qu'il y a eu l'augmentation et la consommation des denrées alimentaires, oui. Les besoins d'hygiène, etc. Et on a eu une vraie inflation aussi au niveau des magasins. Donc, on a sollicité des subventions pour pouvoir permettre à ces personnes-là d'avoir un pouvoir d'achat. On a obtenu une subvention qui nous permettait de donner un bon de 15 €, mais les familles payaient 5 €. Et avec ce bon-là, ils pouvaient aller dans certaines épiceries ou magasins de la commune pour pouvoir déjà permettre à nos commerçants de continuer à vivre et puis à permettre aux familles d'augmenter leur pouvoir d'achat. Sur tout ce qui est sanitaire, dans un premier temps, on a été confronté à cette difficulté d'accéder aux masques, à tous ces moyens de protection, parce que tout simplement, notre pays n'en produisait plus. Et on parle d'une pandémie. Mais une fois que ça a été réglé. Une fois que ça a été réglé, la région a mis des masques à disposition, le gouvernement a mis des masques à disposition. Aujourd'hui, on ne peut pas parler qu'il y a un manque de masques sur notre territoire. Non, maintenant, voilà, toutes les catégories, que ce soit les enfants et les adultes, aujourd'hui, tout le monde peut accéder à des masques de protection. Et même en termes de soins, toutes les familles peuvent avoir accès aux soins. Ah ben ça c'est un autre sujet. Parce qu'à travers la crise sanitaire, on s'est aperçu que beaucoup de familles ne pouvaient pas accéder aux soins pour la simple et bonne raison qu'ils ne connaissaient pas forcément leurs droits. Oui, et c'est pour ça que je vous pose cette question, parce que beaucoup s'inquiètent de ça, et effectivement, ça reste quid en fait. Et comme vous l'avez énoncé précédemment, il y a certains qui ont eu des baisses de revenus, donc ne pouvaient pas répondre à leur mensualité de mutuelle, etc. Donc, c'est des personnes peut-être aujourd'hui qui rentraient dans le cadre de la complémentaire santé solidaire. D'accord. Et pour qu'elles puissent être mises à leur disposition, il faut quand même un guichet qui leur permet de s'adresser, qu'on fasse les démarches pour eux, ou au moins qu'on les oriente pour qu'ils puissent accéder à la santé. D'accord. Voilà. Driss, moi, de mon côté, j'aimerais savoir, bon, on sait que tout comme Djeneba, vous investissez énormément sur le terrain. Vous avez une permanence où les citoyens peuvent venir vous voir. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous aviez énormément de mal à pouvoir venir en aide à certaines familles? Est-ce que vous avez constaté que en fait, les prises en charge étaient très très compliquées? Et pourquoi je vous pose ces questions? C'est parce que j'aimerais avoir des exemples concrets. Et si à la fin, il y avait quand même possibilité de travailler en partenariat avec d'autres communes éventuellement, parce que, comme je vous l'ai dit, et vous le savez très bien, c'est pas moi que je vais vous le dire, beaucoup s'interrogent sur ce genre de choses. Audrey, si vous le permettrez, d'abord, j'aimerais bien juste quelques mots d'analyse sur l'intervention et le questionnement de votre auditeur, parce que la question, elle est importante. Oui, bien sûr. Sur la question du vivons-nous dans une société totalitaire? Oui.
Naturellement, le qualificatif est inopportun et nous avons la chance de vivre dans une démocratie. Néanmoins, il y a une crise. Il y a une crise, elle est profonde, c'est la crise de la confiance. Et cette crise de la confiance, je crois que c'est bien de prendre aussi un peu de hauteur sur cette émission. Ensuite, je répondrai à votre question. Bien sûr. Cette crise de la confiance, elle s'incarne à travers trois fractures. La première des fractures, vous en avez parlé tout à l'heure, mais vous l'avez à peine effleurée, c'est celle des Gilets jaunes. Raffarin l'appelait la France d'en bas, François Hollande, la France descendant. Voilà. Cette révolution des Gilets jaunes qui, pendant un certain nombre de mois, a fait vaciller la République, a bousculé l'autorité, personne ne l'a vu venir. C'est vrai. Autrement dit, il y avait dans le pays une colère sourde, une colère grandissante qui, sur le prétexte de l'augmentation du prix du carburant, etc., a éclaté au grand jour. C'est vrai. Ne pensons pas que cette première fracture, qui est une fracture sociale, est totalement terminée. N'en soyons pas certains. Voilà la première. Emmanuel Macron a voulu un peu l'éluder lors de sa dernière interview sur Brut. Je faisais une petite parenthèse. Allez-y. Je n'ai pas écouté l'interview sur Brut, mais en tout cas, moi, je vous livre mon point de vue, mon analyse. Voilà une fracture importante. Et je ne suis pas convaincu que celles et ceux qui ont incarné le mouvement des Gilets jaunes soient aujourd'hui en paix, apaisés et rassurés. C'est vrai. Donc, soyons toujours attentifs à ce qui peut se passer et aux soubresauts que le pays peut connaître. On a une deuxième fracture également qui est importante. C'est celle qui date pas d'Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout de son fait. Jacques Chirac, déjà à l'époque, en parlait. C'est celle de la quête de sens, de la recherche d'identité, en particulier dans nos quartiers. On a aujourd'hui un certain nombre de nos concitoyens qui ont du mal à faire corps dans la République, qui ont du mal à faire corps avec la nation, et qui se sentent comme ça entre un pays d'origine et un pays d'accueil, alors même qu'ils sont français depuis maintenant 1 voire 2 générations, ont du mal à trouver leur place dans la société. Il y aurait fort à dire là-dessus, mais c'est un vrai sujet également. Et d'ailleurs, c'est sur ce sujet-là qu'on pourrait aussi parler des conséquences et de la loi qui arrive sur le séparatisme. Mais c'est un vrai sujet. Dans nos 1500 quartiers, la difficulté d'un certain nombre de nos concitoyens à se sentir pleinement citoyens, pleinement républicains, est encore une question qui se pose aujourd'hui. C'est la seconde fracture. On va en parler en deuxième partie, exactement. À mon avis, les 1500 quartiers. Troisième fracture, et j'essaie de ne pas être trop long, c'est celle aujourd'hui que l'on connaît autour de l'exercice du culte, de la laïcité, de la liberté d'expression. On vit de plus en plus dans une société binaire où on vous somme d'être pour ou d'être contre. Et donc tout le droit à la nuance, le droit à la complexité, eh bien aujourd'hui le pays est tellement sensible sur un sujet aussi clivant et complexe que celui-ci, eh bien on a aujourd'hui un certain nombre de nos concitoyens qui se regardent en défiance. Voilà. Et il y a eu un article du Monde il n'y a pas longtemps avec un certain nombre de maires victimes de plus en plus d'actes racistes, d'actes anti-musulmans, je vous recommande de le lire. Et donc, d'un côté, nos concitoyens ont peur de l'islam, ont peur du culte, etc., parce que ce qu'on leur renvoie n'est pas nécessairement quelque chose de positif. Et de l'autre côté, nous avons un certain nombre de concitoyens de confession musulmane qui ont le sentiment d'être montrés du doigt. Et donc ça, c'est aussi une fracture importante. Il faut vraiment avoir, je pense, de mon point de vue, en tout cas à l'esprit, ces trois fractures qui peuvent incarner la crise de confiance aujourd'hui entre nos concitoyens et l'exercice du pouvoir. Voilà, maintenant je vais répondre à votre question, Audrey, sur comment est-ce qu'on gère la crise au quotidien sur une ville comme Évreux. Eh ben, d'abord, on n'est pas confinés. Les élus locaux ne peuvent pas être confinés. Nos concitoyens attendent de notre part qu'on soit sur le pont, qu'on soit sur le terrain, qu'on soit à l'écoute et qu'on apporte des réponses. Dans un moment où ils sont en difficulté, voire même en souffrance, ils attendent de leurs responsables locaux qu'ils puissent prendre des décisions et éventuellement leur tendre la main ou trouver des solutions qui vont bien. Alors les solutions qui vont bien, c'est par exemple, et on l'a connu lors du premier confinement, sur tout le volet éducatif, où est-ce que ça a été très difficile à gérer, et pour le corps enseignant, et pour les parents d'élèves, et pour les élèves, c'est comment on faisait, non pas pour rattraper les retards, parce qu'on ne rattrapera pas 3 mois ou 4 mois d'absence de présence à l'école, mais en tout cas d'essayer de compenser avec l'ensemble des acteurs
du milieu éducatif. Je pense aux associations d'accompagnement à la scolarité, je pense aux dispositifs de réussite éducative, je pense à toutes celles et ceux qui pouvaient être sur le pont et aider nos élèves. Donc nous, c'est ce qu'on a fait à Évreux. On a distribué plus d'une centaine de tablettes, plus d'une centaine d'ordinateurs, des smartphones, de manière à enrayer la fracture numérique et à permettre aux élèves d'être systématiquement raccrochés, en tout cas dans la mesure du possible, avec leurs enseignants et avec les cours et les devoirs qui leur ont été délivrés. Voilà un exemple concret de ce qui peut être fait sur Évreux. Sur la question de l'aide alimentaire, il a fallu qu'on fasse intervenir, nous, enfin, c'est Mathieu Bonnemer lui-même qui s'est proposé d'intervenir, qui était un ancien joueur du Paris Saint-Germain, un joueur professionnel, etc., qui a mobilisé plus d'une trentaine de sportifs de haut niveau. Il y a eu une cagnotte, ils ont vendu des maillots, des chaussures, de foot, de basket, etc. Voilà, ils ont récolté 30 000 euros qu'on a pu redistribuer à des associations caritatives qui elles-mêmes ont pu aider nos concitoyens. Voilà, de manière très concrète, ce que la collectivité, ce que le territoire, un territoire qui est intelligent dès lors qu'il sait travailler avec l'ensemble de ses partenaires, peut apporter à sa population. Alors ça dénote quand même quelque chose d'important, dans le sens où, certes, il y a les aides de l'État, et il y a aussi effectivement les initiatives privées. Parce que concrètement, s'il n'y a pas d'initiative privée, bon, bah, ça reste vraiment très compliqué. Stéphane, je voudrais te faire réagir sur un commentaire qui est, une fois de plus, particulier. Mais bon, c'est aussi le jeu du live. Alors, on me dit que cette crise sanitaire n'est pas vraiment une crise sanitaire et que c'est plutôt une crise politique pour tenter d'anéantir le peuple par le gouvernement. Voilà. Je sais pas si c'est madame ou moi qui a envoyé la patate la plus chaude, mais... Non, mais de toute façon, je vais faire réagir Juan Rosé aussi, parce que je dans tous les cas par rapport à notre auditeur... Non, mais... Parce que, pourquoi je t'ai fait réagir là-dessus? C'est parce que c'est des commentaires ou des pensées que, une fois de plus, beaucoup de Français ont, et que ce soit fondé ou pas, hein, on est d'accord. Hein, mais beaucoup de Français ont ce genre de réflexion. Donc, voilà, moi, je te fais réagir. Non, toi, je comprends. Non, mais bien sûr, non, j'étais pour taquiner un peu... notre interlocuteur, Taquine-moi. et puis madame avec qui on a partagé la patate chaude. Non, moi je pense, enfin, moi je peux pas prendre position là-dedans parce que dans cette crise sanitaire, moi j'ai perdu des amis. Qui étaient des gens, c'est important. qui étaient des gens même engagés dans la vie politique, hein, des parlementaires comme Claude Goasguen ou comme d'autres qui ont succombé à cause du virus. Donc on peut pas dire que c'est quelque chose de caché ou on manipule pour pas faire des choses alors qu'on a des gens qui décèdent tous les jours. Madame tout à l'heure nous expliquait qu'elle était d'abord engagée dans le domaine de la santé avant de s'engager politiquement. Exactement. Moi j'ai échangé avec le professeur Philippe Juvin hier encore. Il nous expliquait que dans certains hôpitaux il y a plus de place disponible dans les lits pour accueillir des gens, que même des gens qui sont malades d'une grippe aujourd'hui peuvent mourir parce qu'on peut pas les soigner. Pour le coup, désolé d'être un peu cru, mais ça c'est des choses réelles. Parce que souvent on peut dire, vous savez, la politique, la croissance, la dette, le pouvoir d'achat, ça a l'air tellement loin, ça a l'air tellement abstrait, mais des gens qui sont décédés, c'est concret. Pour aller dans ce sens-là, il y a aussi des familles qui, à cause du coronavirus, n'ont pas pu enterrer leurs proches parce que justement, à cause du confinement et du virus, donc c'est des choses réelles. Voilà, et vu comment les médecins sont fatigués, épuisés, et malheureusement d'ailleurs la société leur rend pas bien parce que lors du premier confinement, les personnes qui ont permis au pays de rester debout, ce sont justement les soignants, ce sont les éboueurs, ce sont les gens qui travaillent dans les magasins, qui sont pour moi, pardon de le dire, mais les mal-aimés de la société parce que c'est ceux qu'on ne considère jamais. D'ailleurs, vous vous rappelez, au premier confinement, on applaudissait les soignants. D'ailleurs, là, on les applaudit plus. Hein, on s'en fout jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine reprise et qu'on dise peut-être qu'on peut être sauvé. Peut-être qu'on va se dire que les soignants c'est important, on va les applaudir encore une minute. Mais si on pouvait déjà payer leurs heures supplémentaires, leur donner comme ils le méritent. Donc tout ça pour dire que effectivement, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure monsieur, je pense que les crises passées, comme la crise des gilets jaunes et les problèmes que j'ai connus par rapport au pouvoir d'achat, ne sont pas oubliés. Donc la crise politique, elle est toujours là aujourd'hui. Elle est toujours là. La défiance est toujours là aussi parce que aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui votent aux élections. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui ont confiance aux politiques parce qu'ils considèrent que les politiques ne disent pas ce qu'ils font ou plutôt ne font pas ce qu'ils disent. Et donc c'est vrai qu'il y a cette crise politique-là. Mais par contre,
pardon à la personne qui nous a posé cette question, je vais être très intransigeant. On peut pas jouer avec la maladie, on peut pas jouer avec des gens qui se battent, des médecins, des soignants, des infirmières qui n'ont plus de vie et parce qu'ils sont là pour sauver nos vies. Et pour ces personnes-là, pour le respect qu'on leur doit et pour les vies qu'ils sauvent, on peut pas jouer en disant que la crise sanitaire ne serait-ce qu'un espèce de feu de paille ou d'enrhumage pour cacher une crise politique. Et je pense que si c'était le cas, et sans compter tous ceux qui perdent leurs emplois aussi aujourd'hui, hein, parce que les entrepreneurs, les PME, tout le monde met la clé sous la porte parce qu'ils ont plus les moyens. Donc si ça avait été le cas, tout le monde serait dans la rue aujourd'hui. Renaud Rosé, est-ce que tu veux rajouter un mot sur cette question-là? Après, je vais aborder un autre point. Juste signaler qu'effectivement, la crise sanitaire, c'est une réalité, on ne peut pas jouer avec, et que la crise politique, elle était avant la crise sanitaire. Bien sûr. Donc, la crise politique, le point le plus important de cette crise politique, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui 14 mois avant était inconnu, qui crée un parti, un mouvement, et qui est élu président de la République. Donc, il y avait une crise politique qui existait là depuis des années. Et on ne parle plus de la crise économique, puisque de toute façon, François Hollande a payé justement cette crise économique et ses choix, et les choix qu'il a fait pendant son mandat. Donc, la crise sanitaire, elle est venue tout simplement se rajouter à des crises qui existaient déjà en France et qui effectivement perturbaient la vie politique. Je peux te couper juste 30 secondes, c'était juste pour dire, pour aller dans ton sens par rapport à la crise politique, rappelons quand même que depuis toute l'histoire de la 5e République, on a fonctionné avec deux partis au pouvoir. C'était le parti de droite, le RPR, devenu l'UMP, devenu le Républicain, et la gauche, devenu le Parti socialiste. Et en fait, la crise politique, elle arrive, puisqu'à un moment donné, les gens se disent, on ne croit plus en la droite et en la gauche, et on va voter pour quelqu'un qui dit qu'il va faire à la fois de la gauche et de la droite. Donc un nouveau système politique. Alors, Djeneba, moi je voudrais vous poser une question concernant eh bien l'alternative qui est proposée en tout cas depuis quelques semaines, et là ça commence à venir de plus en plus, c'est le vaccin. Alors avant de vous poser ma question, on va lire un tweet de notre ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. On va le mettre donc à l'écran. Alors, je lis pas très bien, donc je me fais vieille. Donc une chose est sûre, la peur du vaccin n'arrêtera pas le virus. Pasteur disait, ayez le culte de l'esprit critique, distinguons donc l'esprit critique qui permet d'avancer avec exigence de l'esprit suspicieux qui trouve toutes les mauvaises raisons pour ne pas avancer. Alors, quand on lit ce tweet, du moins, merci pour ton aide, Stéphane. Quand on lit ce tweet, effectivement, on a tendance à penser qu'effectivement, il ne faut pas trop se poser de questions et puis qu'effectivement, il faut faire ce vaccin. Mais bien évidemment, si c'était aussi simple, si je vous pose cette question, la question que je vais vous poser, c'est tout simple. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place, en tout cas, des Français qui se posent des questions par rapport à la fabrication du vaccin, du fait qu'il a été fait en 8-9 mois, voilà, et que justement, bon là, c'est une proposition, c'est une alternative. Alors évidemment, il y aura toujours des gens qui vont dire oui, mais alors si on nous avait pas proposé de vaccin, on aurait dit que le gouvernement n'était pas dans la capacité de protéger ses citoyens. Maintenant, est-ce que vous pouvez comprendre que malgré tout, il y ait une inquiétude, puisque un vaccin, ça implique des tests. Bien Donc, sûr. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ça, qui est une professionnelle de santé, justement? Donc, je pars du postulat. On a subi une crise sanitaire qu'on ne connaissait pas, une maladie qu'on ne connaît pas non plus. Ce qui fait que les Français aussi se posent des questions sur l'efficacité ou non du vaccin. Moi, je pense qu'il faut laisser ce droit à l'ensemble de nos concitoyens de se poser la question, de se dire je le fais ou pas, pour quelles raisons je le fais, pour quelles raisons je ne le fais pas. Il y a une rupture de confiance parce que dans un premier temps, il y a des mesures qui ont été annoncées et finalement on est revenu sur ces décisions pour en proposer d'autres. Donc aujourd'hui, si un Français refuse de faire le vaccin dans un premier temps, c'est parce que peut-être il attend des études expérimentales qui vont se faire prochainement, ou bien un retour des vaccins qui seront administrés à nos concitoyens, et ça pourrait peut-être créer un regain de confiance par rapport au traitement de la Covid-19. Alors, juste avant d'interroger Driss, j'ai un commentaire, je voulais vous faire réagir, parce que pareil, comme vous êtes spécialiste de la santé, j'ai un commentaire d'un internaute qui dit que, en tout cas, certains morts
aurait été classé Covid pour gonfler les chiffres. J'imagine que vous avez déjà dû entendre ce genre de, en tout cas, de commentaires. Qu'en pensez-vous et que répondez-vous à cela? Moi, les gens peuvent penser la théorie du complot, etc., etc. Je pense que l'heure n'est pas à ce genre de réflexion. C'est à l'action. On est face à une situation, il faut agir. J'entends. On ne peut pas laisser la vie des Français comme ça en sursis ou la mettre de côté pour, soi-disant, gonfler le nombre de morts. On a tout intérêt à protéger notre population que de l'exposer à des fins inutiles, tout simplement. Alors, Driss, moi j'aimerais savoir si donc à l'échelle locale, vous avez reçu des directives concernant en tout cas les prises en charge sanitaires par rapport justement à ce vaccin. Le ministre de la Santé et des Solidarités s'est exprimé sur le fait que, en tout cas, ce seraient les populations les plus pauvres qui en bénéficieraient en tout cas en premier lieu. Est-ce que vous avez eu des directives ou comment ça va se dérouler ou qu'en pensez-vous? Moi, j'en pense absolument rien. Pour l'instant, on n'a pas de directive, on n'a pas de D'accord. visibilité. La question du vaccin, Ça reste très vague encore. Non, elle est encore nouvelle. J'en reviens à la crise de confiance parce que je pense qu'il ne faut pas la négliger. Nos concitoyens, ils ne sont pas là à se poser la question de savoir s'il faut se faire vacciner ou pas, etc., sans imaginer ou sans essayer de comprendre le contexte. Bien sûr. Cette crise de confiance, elle est la contribution ou le fruit d'un certain nombre d'expériences. D'abord, la manière dont nos concitoyens apprécient la gestion de la pandémie par le gouvernement. Bonne. Oui, mais ça joue. Vous avez d'autres sujets, et pas seulement liés à la question sanitaire. Vous prenez l'article 24, dont un certain nombre de nos concitoyens ont pensé qu'elle était ou qu'elle allait à l'encontre de la liberté d'informer, et donc qu'on voulait leur cacher un certain nombre de choses. Je ne juge pas le fond ou pas. Je dis juste ce que pouvaient penser un certain nombre de nos concitoyens. Vous prenez la question aujourd'hui qui circule sur un certain nombre d'associations pourraient beaucoup plus facilement être dissoutes grâce ou à cause de la loi sur le séparatisme. Vous voyez, il y a un certain nombre d'interrogations aujourd'hui de la part de nos concitoyens. Si vous mettez les choses bout à bout, il y a des éléments d'ambiance comme ça qui les amènent à douter de tout et à douter de la parole politique. La mienne comme celle de nos gouvernants. Oui. Moi, je le dis d'autant plus facilement que j'appartiens au mouvement démocrate et que le mouvement démocrate soutient la majorité gouvernementale. Donc je me sens totalement redevable auprès de mes concitoyens de la politique du gouvernement. J'essaie juste de comprendre un peu les mécanismes qui traversent nos concitoyens et cette défiance qu'ils ont vis-à-vis de la chose publique, vis-à-vis de la décision publique. On peut comprendre qu'un certain nombre d'éléments mis bout à bout, et quand vous êtes père de famille, que vous avez 5 enfants, ou vous en avez 3, ou vous en avez 2, vous vous dites, ok, est-ce que demain je vais vacciner mes enfants? Et puis vous vous dites, bah tiens, si je les vaccine, est-ce qu'éventuellement il y a une clause de responsabilité pour les labos dès lors que j'ai vacciné mes enfants ou je me suis vacciné? Dans quelle mesure demain, s'il y a un sujet, s'il y a un souci, la responsabilité d'un effet secondaire, c'est rien, mais peut éventuellement incomber aux labos qui ont imaginé et produit le vaccin. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'éléments sur fond de pandémie qui font que nos concitoyens, pour un grand nombre, aujourd'hui, sont assez défiants et dans la parole politique et dans la capacité des politiques à les protéger. Alors justement, Driss, tout à l'heure, on parlait, enfin, tout le monde a parlé et tout le monde était d'accord sur ce problème de défiance, ce problème de confiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis en tout cas, de l'ancien et du nouveau gouvernement. Évidemment, là, moi, je voudrais partir sur la deuxième partie de cette émission, à savoir quel avenir, en fait, peut, en tout cas, être proposé à un pays où, effectivement, les institutions
les institutions démocratiques sont un peu nouées. Les Français sont complètement submergés par tout un tas d'interrogations. Donc évidemment, hein, comme vous le disiez, pardon, Driss, sous crise sanitaire, sous fond de défiance, eh bien aujourd'hui, moi la question que je voudrais vous poser, Driss, c'est est-ce que vous pensez que tout ce contexte qui existait déjà, qui était déjà problématique avant la crise justement, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron, bon, il ne s'est pas déclaré officiellement, mais tout le monde sait plus ou moins qui va se représenter. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas lui jouer défaut finalement? Enfin, moi, je n'ai pas de conseils à donner au président de la République. Hein. Si j'en avais, je serais dans son cabinet, aujourd'hui à l'Élysée. Donc, mais de mon point de vue et de ma petite fenêtre, il y a un vrai sujet. S'il y avait un thème de campagne, c'est celui de travailler à la réconciliation nationale. La réconciliation nationale. Comment on fait corps ensemble demain dans le pays qui est le nôtre? Comment est-ce qu'on essaie de réduire les fractures? Et pour le coup, une fois qu'on a posé ces objectifs, qui ne sont pas que des mots pour faire des phrases, on se dit et on s'interroge les uns et les autres sur la responsabilité que nous avons et que nous portons. La responsabilité des médias, pour un certain nombre en tout cas, dès lors qu'ils propagent des discours qui sont des discours qui alimentent ou qui contribuent à creuser les écarts et à accentuer la défiance parmi nos concitoyens. C'est très vrai. Il y a probablement une part de responsabilité pour un certain nombre de nos amis médias. Deuxième responsabilité, c'est la responsabilité des politiques. C'est notre responsabilité dans les discours que nous portons, dans les mots que nous choisissons. C'est un vrai sujet. Attention, veillons, gardons-nous, nous aussi, de ne pas créer davantage de suspicion ou davantage de clivage parmi nos concitoyens. Et ensuite, et Emmanuel Macron le disait très bien dans son discours au Murau, dans son avant-projet de loi contre le séparatisme, qui ne s'appelle plus séparatisme, mais conforter les principes républicains, les valeurs républicaines, qui était de dire attention à celles et ceux qui polémiquent autour de ces questions-là, parce que le sujet est bien trop grave, le sujet est bien trop crispant et bien trop clivant pour qu'on puisse faire de la notoriété ou faire de la polémique un sujet aussi brûlant que celui-ci. Et en faire, c'est aussi prendre le risque d'incendier pour partie le pays. Donc nous avons tous une responsabilité, les uns et les autres, dans les discours, dans les messages que nous véhiculons. Et moi, si j'avais un thème de campagne, ce serait vraiment celui de la réconciliation nationale. Moi, j'aimerais rajouter à la suite du discours de Driss, c'est que nous qui sommes les élus de terrain, notre mission est grande. Tout simplement parce qu'il y avait deux partis traditionnels, la gauche et la droite. Souvent, vous entendez nos concitoyens dire ils nous ont menti, on ne croit plus aux politiques, etc. Donc, il faut remettre nos concitoyens au cœur de la politique, au cœur des décisions. Sans ça, l'écart ne fera que de se creuser. Il y aura une rupture justement, il avait parlé entre... de la Convention citoyenne et que c'était resté un petit peu, bon, que c'était un travail, mais qu'on n'en a pas reparlé de ça aussi. C'est-à-dire que avec toutes les crises qui se sont enchaînées, c'est vrai. Travailler sur... c'est l'implication, hein, tout simplement, de nos concitoyens, devient difficile parce que quelles sont nos priorités? Et je pense qu'avec toutes ces crises que nous avons connues, nous avons eu des situations à traiter dans l'urgence. Mais je pense que il ne faut pas tout attendre du gouvernement, il ne faut pas tout attendre du président. Nous qui sommes les acteurs de terrain, on peut impulser, on peut diffuser d'autres discours qui vont faire que ça va rallier nos concitoyens à la politique, à ceux qui les concernent, à leur environnement. Et je pense qu'avec ça, on pourra avancer et créer, je dis souvent, on n'est plus dans une politique où c'est la politique politicienne. Il faut être dans une politique engagée, des femmes et des hommes qui ont envie de faire pour leurs concitoyens et arrêter ces histoires de politique. Il faut aller sur une identité engagée. Pour rebondir sur ce que disait Djeneba et aussi ce que disait Driss, la réconciliation, il y a
tout à l'heure, je vais en parler au tout début de l'émission, il y a des élections intermédiaires, que ce soit les élections municipales ou que ce soit les élections régionales. Il faut un investissement citoyen, il faut que les citoyens, en fait, s'engagent. Stéphane, certes, vous êtes notre consultant régulier, mais vous êtes aussi un homme politique. Alors justement... Je pense que le quinquennat est le problème de la Ve République. Parce qu'en fait, on met 3 ans pour essayer de diriger le pays. Et les deux dernières années, en général, on pense à être... 10 Non, moi, je serais pour un septennat non renouvelable. C'est-à-dire, on est condamné une fois que c'est fini, on passe à autre chose. Et comme ça, celui qui est là, il pense pas à sa réélection. Il sait qu'une fois que c'est terminé, il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Un peu à l'américaine, il faut pas se représenter. Moi, je sais pas si c'est à l'américaine. Moi, c'est mon idée personnelle. Au bout de 2 mandats, mais je pense que quand on est dans la tête de savoir qu'on peut plus être candidat, eh ben, on pense plus à faire les choses pour rester. On pense à faire les choses pour agir pour les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, même si le président n'en parlera pas, parce qu'avec la situation aujourd'hui, il peut pas en parler, n'empêche que, comme d'ailleurs les autres à sa place, hein, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Georges Pompidou, enfin tous les autres présidents de la Ve République, au général de Gaulle, dès le premier même de le président, à chaque fois ils disent, bon ben, si jamais je suis élu pour la prochaine, à quoi je dois penser, quelle est la thématique de campagne. Mais pour moi, en fait, on peut pas commencer à penser à la thématique de la campagne d'après, alors même que dans le gouvernement d'aujourd'hui, la situation est catastrophique, on n'arrive déjà pas à satisfaire les gens. Donc ça, pour moi, déjà, c'est un vrai problème. Et je rejoins, disait tout à l'heure, ce que disait madame disait un mot clair tout à l'heure, elle disait, les gens ne veulent plus de la politique politicienne. Et moi, je pense en fait que les seuls aujourd'hui qui font pas de politique politicienne, ce sont les acteurs de terrain et c'est les élus locaux. Parce que, oui, je crois d'ailleurs que personne n'en a. Je vais être un peu trash. Pour moi, les partis politiques, et moi-même j'en ai un, font de la politique politicienne. Par exemple, quand les partis politiques comme les Républicains s'allient avec la République en marche lors de certaines élections, comme les autres arrivées aux municipales, je peux comprendre que les électeurs traditionnels, d'ailleurs de la droite, de la gauche, ou même de l'REM, soient perdus en disant mais vous combattez tous les jours, vous n'êtes pas les mêmes idées, pas les mêmes valeurs. C'est plus pour vous battre entre vous. Pour vous sauver des sièges entre les uns et les autres, bon, vous êtes prêts à faire des alliances qui d'ailleurs ne marchent pas, puisque dans toutes les villes où LR et LREM, comme à Bordeaux par exemple, se sont alliés, ce sont les Verts qui ont gagné. Parce que je pense que les gens aiment l'authenticité. Et ils disent voilà, et je pense que LREM pour moi a une vraie responsabilité, parce que le président de la République est arrivé avec un nouveau système, qui disait, voilà, vous savez, moi j'ai 39 ans, j'ai jamais été élu avant d'être président, je veux faire la politique différemment avec des nouveaux visages, et c'est vrai que, bon, en faisant un peu de droite, de gauche avec des anciens visages, et beaucoup un peu d'anciennes méthodes, heureusement qu'il y a des élus de terrain comme vous, et comme monsieur de tout à l'heure, qui justement sont là pour agir, pour aider les gens, et pour moi, oui, il y a un problème de réconciliation, mais réconciliation, pardon, je vais pas être plus long, mais dans tous les domaines de la société. Réconciliation d'un point de vue sécuritaire, parce qu'il y a une défiance aujourd'hui avec la police, ce qui était quand même pas le cas, en tout cas à ce paroxysme-là qu'on a aujourd'hui pendant les dernières années. Réconciliation au niveau des pompiers, réconciliation au niveau des professeurs à l'école, on a vu ce qui s'est passé avec Samuel Paty, dans l'économie, dans le chômage. La reconnaissance. Et même Nicolas Sarkozy disait la France qui se lève tôt, vous parlez tout à l'heure de la fracture sociale, mais aujourd'hui il y a une vraie fracture sociale. Et c'est vrai que, attention avec ce débat sur le séparatisme, parce que quelquefois, la société pour moi est tellement sensible, parce que les gens ne se parlent plus aujourd'hui, que le moindre petit mot mal interprété peut mettre tout de suite le feu. Donc, beaucoup ont considéré, Juan José, que Emmanuel Macron avait été élu parce qu'il était arrivé au 2e tour face à Marine Le Pen. Donc, que ce soit vrai ou faux, peu importe. Heureusement. Voilà, non, mais c'est la réalité. Voilà, le premier tour, il n'a pas fait non plus un score extraordinaire, mais bon, quoi qu'il en soit, il arrive au 2e tour et puis voilà, il a gagné et c'est comme ça. Après, aujourd'hui, effectivement, si on fait le bilan, donc on va pas refaire toute l'historique, mais effectivement, on peut dire qu'il n'a pas été complètement gâté. Maintenant, aujourd'hui, moi, la question que je voudrais te poser, Juan José, c'est pour arriver à une conciliation, parce qu'effectivement c'est la solution, mais aujourd'hui on en est quand même très loin encore. Donc pour y arriver, toi, selon toi, quelles pourraient être les solutions, en tout cas, que ce soit dans le système éducatif, que ce soit au niveau de la conscientisation citoyenne auprès même des jeunes, pas forcément qui sont scolarisés, hein, il y a tout un tas de structures. Alors, les solutions, déjà peut-être faire face aux promesses qu'on a faites et qu'on n'a pas tenues. Faudrait-il aussi peut-être écouter beaucoup plus les Français. Avec Emmanuel Macron, avant d'être président, il ne l'a pas fait quand il y a eu la réforme du Code du travail.
puisqu'il y a eu des manifestations monstres. Il n'a pas écouté les étudiants, que ce soit avec Hollande ou avec lui en tant que président, avec les manifestations des étudiants contre les réformes Blanquer, contre le fait de supprimer des APL. Il faudrait peut-être effectivement se poser des questions, et M. Tassaoui l'a dit sur la loi sur les séparatismes. Effectivement, elle ne s'appelle plus la loi des séparatismes, mais le fait de l'avoir appelée comme ça au début, ça montre à quel point effectivement elle est orientée, cette loi. Donc il faudrait se poser des questions, il faudrait se poser et écouter plus les peuples quand vous voyez des manifestations pour montrer son opposition à la loi de sécurité globale, qu'il a fallu faire marche arrière, réécrire, etc. Donc il faudrait peut-être écouter un peu plus. Ce n'est pas parce qu'on a une majorité confortable à l'Assemblée nationale qu'on a raison tout le temps. Alors, excusez-moi de vous interrompre, là je viens de lire un commentaire qui est très révélateur de la défiance des citoyens. Sincèrement, hein. Écoutez, bonjour, non mais sérieux, vous êtes toujours là, il n'y a pas d'élection, ce sont des pions déposés par le haut de la pyramide. Je ne sais, bref, c'est vraiment, alors, que ce soit vrai ou pas, c'est révélateur, vraiment. Oui. Là, on est en plein dedans. La première des questions, c'est vrai que le système électoral français, il est ce qu'il est. Avec le système majoritaire, il y a beaucoup de gens qui se sont délaissés après des élections, ils ne se sont pas représentés. C'est une réalité. C'est vrai que, vous l'avez dit, il y a les élections municipales, et encore, on s'intéresse un peu plus qu'aux élections régionales. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui va se passer au niveau des élections régionales, tout le monde n'est pas intéressé, tout simplement parce qu'en fait, c'est pour savoir si Xavier Bertrand va gagner et donc pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. C'est pour savoir que le poids de la République en marche, c'est ce qu'ils peuvent aller de l'avant, où il va falloir trouver des alliances parce qu'en fait, on se rend compte que tout seul, on va pas très loin. C'est pour mesurer que l'impact ou le poids de la France insoumise. Aujourd'hui, quand on regarde les élections régionales, on ne pense pas du tout à ce qu'elles représentent vraiment, mais tout simplement, on voit ce qu'elles pourraient être intéressant ou pas pour les partis politiques. Juan Rosé, ce que tu viens de dire, c'est très révélateur aussi, parce qu'effectivement, je pense que j'ai pas de chiffres en tête, hein, mais je pense que beaucoup de Français ont peut-être une méconnaissance aussi des institutions, et à partir de là, effectivement, quand moi, je sais pas, hein. Moi, si j'étais française, je ne connais pas mes institutions, je sais pas comment ça se passe. Forcément, je vais me méfier, je vais me dire, ah bah non, je sais pas comment ça se passe, donc je ne fais pas confiance. Et puis au final, on va m'imposer quelqu'un, et voilà. Donc peut-être que est-ce que ça doit pas passer par là, Driss? Vous avez parlé des élections régionales, mais vous avez oublié également qu'il y avait des élections départementales. Départementales aussi. Exactement. C'est encore pire. Driss, ça, oui, le plus fort taux qu'est-ce que vous pensez justement du fait que, bon voilà, pour passer par une éventuelle réconciliation, c'est voilà, une des solutions, hein, je sais pas, hein, je suis pas femme politique, donc j'ai pas la prétention de pouvoir avoir les clés du problème, mais déjà bien connaître les institutions, l'histoire de notre pays, peut-être, je sais pas. Je ne sais pas si la réconciliation passe par là, mais ce dont je suis convaincu, c'est que nous portons, je dis nous, hein, parce qu'une fois de plus, nous sommes comptables de l'action du gouvernement, nous portons une grande part de responsabilité, car le discours essentiel que nous avons porté au moment des élections présidentielles, c'était de dire, c'est le discours que Bayrou portait déjà longtemps, ni droite ni gauche, ne travaillons pas avec des étiquettes, mais travaillons avec des gens intelligents. C'est vrai. Des gens intelligents, à droite comme à gauche. Bayrou avait semé les premières graines, hein, dont Macron s'est inspiré. Non, c'est vrai. Pour renverser la table et renverser l'ensemble des partis politiques. Mais nous sommes arrivés avec cette promesse qui consistait à dire, le système ne vous convient plus, eh bien écoutez, moi je vous propose de changer de paradigme, je suis jeune, je n'ai jamais été élu, je ne suis ni à droite ni à gauche, ma politique c'est celle du pays, et c'est ce qu'on a vendu à nos concitoyens. Et ça, on sera comptable dans 1 an et demi, parce qu'il n'y a plus 2 ans, c'est 1 an et demi. Oui, c'est même pas 2 ans, exact. Même pas 2 ans. Dans 1 an et demi, nous allons rendre des comptes, et nous allons dire dans quelle mesure est-ce que les clés que les Français nous ont confiées du pays, 5 ans après, on leur rend un pays dans un meilleur état ou pas. Et c'est notre responsabilité. Alors oui, on aura tiré des enseignements, il y aura probablement des sujets où on n'aura pas été mauvais, d'autres où on aurait pu faire mieux, mais en tout état de cause,
nous aurons à rendre des comptes. Et ça, j'en suis conscient. Je reviens sur le sujet des élus locaux. Vous savez que les élus locaux, toutes les enquêtes d'opinion le disent, c'est le personnel politique le moins détesté de la part de nos concitoyens. Ah oui, mais c'est clair. Pas les plus aimés, les moins détestés. Vous voyez, c'est fait exprès. Mais je le dis aussi autrement, ce sont les plus appréciés. Voilà, on peut le dire aussi comme ça. Mais en tout cas, les moins détestés. Ou et les plus accessibles aussi. Oui. Nos concitoyens ont plus confiance. Mais pourquoi? Parce que nous sommes les premiers de cordée. Eh oui. Que nous sommes à portée de baffe. Non, mais c'est ça. Moi, mon administré, il ne connaît pas le préfet. Il ne connaît pas le Premier ministre. Quand il a un problème, même si ce n'est pas la compétence du maire, c'est au maire qui vient le dire. Et c'est au maire qui vient crier son désespoir, quel que soit le sujet. S'il a un problème de sécurité, alors même que la sécurité est une compétence régalienne de l'État, pour notre administré, le premier des responsables, c'est le maire. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que le maire, il est présent, il est sur le terrain. Et il doit être au contact et de manière quotidienne de ses administrés. Et donc, nous, les élus locaux, nous portons une grande responsabilité. Et je pense que si nous sommes autant appréciés, c'est parce que, malgré toutes les baffes que l'on se prend, on est encore là, présent, à continuer d'en prendre. Oui, et d'essayer de trouver les solutions qui vont bien. Eh ben, merci Idriss. On va conclure cette émission, en tout cas sur cette intervention. Merci Djeneba. Donc merci à vous deux, nos invités, d'être venus participer à cette émission. Merci Stéphane. Merci Juan José Dorado. Donc comme vous l'aurez compris, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Mais n'oubliez pas, demain, la prochaine émission qui arrive à grands pas avec Walid dans Inside Cab. Alors, il va traiter notamment la fermeture des lieux de détente et la gestion de la crise sanitaire en Algérie. Donc moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et à très bientôt. Merci Audrey.